Maintenant, je l'ai mentionné rapidement tantôt, hein, j'ai pointé depuis les dernières semaines l'idée qu'une molécule chimique doit toujours avoir sa bonne forme 3D pour avoir sa fonction, et c'est encore plus vrai pour les protéines. C'est toujours important, mais ça devient encore plus essentiel. Et en fait, les protéines, contrairement aux autres molécules, ont comme 4 formes de structure. Une structure primaire, secondaire, tertiaire, puis parfois quaternaire dans le cas des protéines complexes. Et donc, je vais distinguer tout ça. Puis vous devez être à l'aise avec ça pour l'examen, évidemment. Donc, quand j'ai un monomère dans la famille des protéines qui s'appelle l'acide aminé, ça, vous savez la structure maintenant. Bon, vous allez être à l'aise avec ça quand vous allez étudier. Et vous comprenez qu'on les accroche ensemble sous forme de polymère qui s'appelle une protéine. Et quand je les dessine, ils sont tout le temps sous forme linéaire comme ça. Et dans votre manuel, une autre façon de faire, ben, au lieu de faire des carrés comme moi, on a pris des petites boules de couleur pour symboliser chaque couleur en acide aminé différent. Puis on voit qu'ils suivent de façon linéaire, une en arrière de l'autre. On voit qu'elle n'est pas tout à fait droite comme moi, mais en fait, c'est la même chose. Okay? Donc, imaginez-vous un train avec des milliers de wagons, un à la suite de l'autre comme ça. On le voit bien ici. Donc, c'est ça la structure primaire. C'est qu'en fait, la cellule, quand elle fabrique une protéine, une fois qu'elle sort de l'usine de production, on verra qu'il y a des structures dans la cellule. C'est pas retenu aujourd'hui, mais des ribosomes, puis le réticulum endoplasmique rugosa, puis le Golgi, puis tout ça qui vont travailler ensemble. C'est comme des usines de montage qui font chaque étape de la production de la protéine. La première étape, c'est d'attacher, un peu comme je l'ai montré, faire de l'anabolisme, d'attacher les acides aminés un en arrière de l'autre, ce qui donne une structure linéaire. Et la structure primaire, si je vous demande de me décrire ça en examen, vous me dites simplement que c'est une suite d'acides aminés un en arrière de l'autre, qui sont en file indienne, tout simplement, okay? Donc de façon linéaire. Mais ce qui est bien important de comprendre, et ce n'est pas écrit ici, et là vous allez écrire ça dans vos notes, c'est non fonctionnel. Et ça, des fois, ça surprend parce qu'on dit, ouais, mais j'ai les bons acides aminés. Effectivement, mais ils n'ont pas la bonne forme 3D. Donc, déjà, je parlais de mutation puis de changement dans l'ordre des acides aminés qui modifient la fonction. Donc, ça, c'est un problème. Mais en fait, le problème, comme je le disais précédemment, c'est que ça va affecter la forme 3D. Alors, ce qu'il faut, c'est non seulement d'avoir les bons acides aminés dans le bon ordre, mais après, il faut les plier pour avoir la bonne forme finale. Un petit peu comme si vous travaillez avec une feuille de papier, puis vous faites de l'origami. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais l'art asiatique qui permet de replier, je ne sais pas moi, une feuille de papier en petit canard ou en grenouille, ou peu importe la forme que vous donnez. Ben, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut faire de l'origami avec les protéines. Hein? C'est à peu près ça. C'est que là, on a une feuille de papier qu'on doit plier en forme de canard, protéine X, protéine Z ou Y, forme de grenouille, l'autre de bœuf ou je ne sais pas quoi. Ben, c'est à peu près ça qu'on va faire. Alors, oui, c'est bien d'avoir la feuille de papier, je viens de la fabriquer. Forme linéaire, structure primaire. Maintenant, il faut la replier. Et il y a 2 façons de replier la protéine, en fait. Ce qui m'amène à la structure secondaire. Donc, une structure secondaire, c'est les 2 choix que j'ai pour replier la molécule. Donc, quand j'ai une séquence primaire linéaire d'acides aminés, je vous ai dit tantôt que c'est non fonctionnel, vous pouvez rajouter ici que la structure secondaire, même si je la replie, c'est la première étape de repliement, c'est encore non fonctionnel. On a une étape supplémentaire qui est franchie, mais c'est encore insuffisant pour assurer le rôle de catalyseur, donc les enzymes, de défense, les anticorps, transporteurs, toutes les fonctions qu'on a vues tantôt. Okay? Donc, c'est pas fonctionnel. Mais je vous explique quand même c'est quoi une structure secondaire. On vous dit qu'on peut fabriquer des hélices alpha ou des feuillets bêta. Donc, pour la même séquence d'acides aminés, je peux faire 2 choses. Soit que je vais la tordre, comme de l'ADN. Donc, vous vous souvenez, je vous parlais de tordre une serviette. Donc, cette chaîne d'acides aminés-là, imaginez-vous que sur certains endroits, je vais la tordre, comme si vous tordez une serviette mouillée, et ça va me donner une forme d'hélice. C'est ce qu'on voit ici. L'hélice alpha, c'est une forme spiralée en tire-bouchon. Et cette séquence d'acides aminés, je l'ai juste tordue pour que ça lui donne une forme comme ça ici d'hélice. Pour la même chaîne d'acides aminés, je pourrais, au lieu de la tordre, je pourrais l'aplatir. Un petit peu comme un accordéon. Si vous connaissez l'instrument, je peux rapprocher mes 2 mains vers le centre. Et comme pour écraser l'instrument, ben là, vous allez écraser votre chaîne primaire d'acides aminés. Et dans ce cas-là, ça va me donner ce qu'on appelle des feuillets bêta.
Donc ici, c'est la même séquence d'acides aminés, mais au lieu de la tordre, je les ai écrasés un sur l'autre. Ça fait des espèces de montagnes russes, si vous voulez, de bosses comme ça. Et ça, c'est bien important de comprendre que le fait que je fasse une hélice ou un feuillet, ça change complètement la fonction de la protéine. Autrement dit, il y a deux façons d'ajuster la fonction d'une protéine. La séquence d'acides aminés. Donc, évidemment, la séquence d'acides aminés, ça veut dire que si ma première séquence de 4 acides aminés ici, je ne sais pas, c'est l'acide aminé, mettons, c'est une alanine, une sérine, c'est pas retenir ces mots-là, je ne vous demande pas d'apprendre les acides aminés par cœur, c'est juste pour qu'on puisse distinguer. Donc, mettons, la séquence ici, c'est correct, ça donne une certaine fonction. Ici, pour 4 autres acides aminés, j'ai une autre séquence, mettons, c'est des sérines partout, sauf la dernière, que c'était, mettons, je ne sais pas moi, une glycine. Bien, ici, j'ai le même nombre d'acides aminés. C'est sûr que si j'en ajoute ici, ça peut changer la fonction. Mais pour un nombre égal, si je n'ai pas la même séquence, ce n'est pas les mêmes acides aminés, évidemment, ça change la fonction. Okay? Donc, on en a parlé un petit peu, le radical varie, puis ça change la fonction. L'autre façon de changer la fonction, imaginez-vous que j'ai exactement la même séquence. Fait que là, votre premier réflexe dit, ben là, c'est la même séquence, ça va être la même fonction. Et vous n'avez pas tort, hein? C'est un bon réflexe. Je suis d'accord avec vous autres. Donc, j'ai la même séquence. Mais ce qui est particulier avec la protéine, quand j'arrive... Donc, en fonction primaire, c'est la même chose, je suis d'accord. Mais quand j'arrive en structure secondaire, j'ai deux choix. Pour la même séquence qui devrait avoir la même fonction, si je la tords sous forme d'hélice, pour sa structure secondaire, puis l'autre, je la mets sous forme de feuillet, ça change complètement la fonction pour la même série d'acides aminés. En fait, dans l'espace 3D, ces acides aminés ne vont pas se retrouver au même endroit, ce qui va complètement modifier leur interaction et leur forme finale. Et comme la fonction est toujours reliée comme la forme est toujours reliée à la fonction, bien, si je change la forme 3D, hélice ou feuillet, ça change complètement la fonction. Fait que ça, c'est la deuxième façon d'ajuster la fonction d'une protéine, la façon que je vais la replier au point de vue secondaire. Mais il faut faire attention parce que même si ça change la fonction, il faut dire que primaire, secondaire, ça va changer éventuellement la fonction de la protéine, mais sous forme d'hélice ou de feuillet, c'est zéro fonctionnel encore. Pour que la protéine soit pleinement mature et fonctionnelle, il faut la replier finalement sous sa forme tertiaire. Donc, c'est uniquement sous sa forme de structure tertiaire que vous allez me dire, par exemple, si je vous posais la question à l'examen ou dans des exercices, c'est le seul temps qu'elle va être fonctionnelle. Si, pour différentes raisons, vous dépliez votre protéine et vous retournez en structure secondaire ou primaire, la protéine perd complètement sa fonction. Et c'est quoi une structure tertiaire? Bon, on vous dit que c'est la forme tridimensionnelle finale. Donc, ici, on voit dans par exemple, une protéine globulaire, les enzymes, entre autres, les différentes sortes d'enzymes ont une forme 3D, comme ça, une espèce de masse. Imaginez-vous, vous autres, vous le voyez tout le temps dans votre livre en 2D. Mettons, ça serait comme un carré. Mais dans la vraie vie, même si on vous montre toujours comme ça dans le livre, quand je dessine, ça, c'est une protéine, c'est pas un carré, c'est un cube. Donc, il faut voir qu'il y a vraiment une profondeur, une hauteur, une largeur, il y a une masse 3D. Que ce soit pour les protéines globulaires ou fibreuses, c'est la même chose. Et cette forme 3D, elle est unique. Fait que si je donne une enzyme numéro 1, mettons c'est des enzymes cataboliques, mettons une lactase. Bien, la lactase, c'est une forme 3D unique qui va lui permettre de reconnaître un sucre qui s'appelle le lactose, puis casser le lactose en petits morceaux. Je peux avoir une enzyme numéro 2, je ne sais pas moi, une lipase qui coupe les lipides. Bien, si je coupe les lipides, cette enzyme a une autre forme 3D différente de la lactase, qui fait qu'on reconnaît une autre molécule. Donc, chaque enzyme, chaque anticorps, chaque protéine que vous allez étudier dans votre deck, dites-vous que la forme tertiaire, structure tertiaire, complètement différente, parce que ça donne une forme 3D unique. Et comment je fais pour fabriquer? Bien, c'est très simple. Tantôt, en structure secondaire, je vous disais que soit une hélice, soit des feuillets. C'est quoi la différence avec tertiaire? C'est que là, je vais utiliser un certain nombre d'hélices puis un certain nombre de feuillets que je vais accrocher ensemble. Donc, on a un niveau plus complexe. Et l'image que je vais vous donner, même si c'est un peu insignifiant puis simpliste, ça va peut-être aider certains, puis c'est quand même assez abstrait ce que je fais.
pour avoir des protéines fonctionnelles, anticorps, enzymes, tout ça, ben, je commence avec des blocs Lego, comme je vous disais. Donc, des acides aminés, j'en ai 21 sortes, mais j'ai des milliards d'acides aminés. Je commence à les accrocher ensemble, structure primaire. J'ai des lignes, hein, c'est linéaire, donc des briques l'une en arrière de l'autre. Ces lignes de briques d'acides aminés, je vais les tordre sous forme d'hélice ou sous forme de feuillet. Fait qu'imaginez-vous que j'ai, mettons, une trentaine de structures linéaires. Là, j'en fais quelques-uns sous forme d'hélice, quelques-uns. Donc, dans un bac, je mets des hélices. Puis, dans mon deuxième bac, je mets des feuillets. Je les mélange pas. Et là, j'ai, mettons, dans mon bac numéro 1, une quinzaine de feuillets. Puis, dans mon bac numéro 2, une vingtaine d'hélices alpha. Ils ont chacun leur séquence d'acides aminés. Il y en a qui sont peut-être équivalents. Peu importe. Quand je vais faire la structure tertiaire, je vais dans mon bac de feuillets, j'en prends 7-8. Puis, je prends 7-8 feuillets bêta. Puis 7-8 hélices alpha. Puis là, je les accroche ensemble. Je vais mettre 2 hélices, un feuillet, 2 hélices, 3 hélices. Toutes les combinaisons possibles. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que je vais commencer à accrocher ensemble un certain nombre d'hélices puis de feuillets. Et ce que vous voyez ici, il n'y a pas juste... En structure secondaire, j'avais juste une hélice, mais là, je peux en avoir plusieurs hélices comme ça, alpha. Puis, hop, là, j'ai dessiné un petit peu sur le feuillet ici, un autre feuillet, et j'accroche tout ça ensemble, ce qui va me permettre de donner la forme finale de la molécule. Donc, en d'autres mots, si je vous demande de m'expliquer la structure tertiaire, c'est un amalgame de feuillets bêta puis d'hélices alpha que je vais accrocher ensemble pour fabriquer l'ensemble des protéines. Et sous cette forme tertiaire, c'est le premier moment où la protéine elle est fonctionnelle. Il y a des situations dans la vie courante qui vont permettre de briser les liens entre les acides aminés. On appelle ça de la dégradation. On peut casser les liens comme ça. Donc là, on les remet sous forme de blocs. Mais parfois, on va parler de dénaturation. C'est quoi la dénaturation? Bien, les acides aminés ne sont pas cassés, ils restent sous forme de protéines, sauf qu'on retourne en forme primaire. On déplie la forme tertiaire vers l'état secondaire et ensuite vers l'état primaire. Évidemment, ce n'est pas fonctionnel. Donc là, vous me dites des fois, mais dégrader, dénaturer, c'est le même impact biologique. Pour vous, en soins, oui, mais pour un biologiste moléculaire comme moi, non, parce que si je casse le lien chimique ici, je dégrade, c'est vrai que là, la protéine n'est pas fonctionnelle. Quand c'est un petit morceau, je ne peux plus rien faire. C'est fini. Si je la déplie et les liens ne sont pas cassés, ben là, je vous dirais, vous autres, pour l'examen, vous me dites, ouais, mais pas plus fonctionnelle. Donc, je suis d'accord avec vous. Mais même si je ne l'enseigne pas, j'ai parlé un petit peu des chaperons. Il y a une chance que les molécules chaperonnes la replient. Donc ici, une dégradation, quand on casse, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Mais c'est juste déplié. Il y a d'autres molécules qui vont m'aider à réparer et à la replier. Donc on a une chance de plus. Mais si la dénaturation est trop forte, bien évidemment, là, c'est tout déplié, puis on ne pourra pas rien faire d'autre. Donc c'est mortel. Pourquoi? Bien, parce qu'évidemment, les protéines n'assurent plus leur fonction. Donc c'est important de toujours rester sous forme tertiaire. Puis des fois, vous me demandez, mais quelles conditions on peut dénaturer. Les deux principales pour vous en soins que vous êtes confrontés régulièrement, c'est les situations d'acidose. Un pH trop acide au niveau du sang va déplier les protéines sous forme primaire. Et les chocs hyperthermiques ou des fièvres non contrôlées. Donc, quand la température corporelle devient trop élevée, ça déplie aussi les protéines. Donc, vraiment, un pH sanguin acide, chaleur élevée, au niveau de la température corporelle, va déplier les protéines. Donc, on passe de la structure tertiaire vers la structure primaire. Donc, c'est des conditions médicales fréquentes, mais qui sont dangereuses, potentiellement dangereuses. Alors, je reviens au cours. Vous comprenez c'est quoi la structure tertiaire, rend la protéine fonctionnelle. On a un amalgame de plusieurs hélices alpha ou, bien sûr, feuillet bêta. Généralement, la plupart des protéines sont globulaires, donc tous les enzymes, les anticorps, et en fait, c'est la forme préférée. De temps en temps, on a des protéines fibreuses comme le collagène. Donc, c'est des protéines qui ressemblent à des rubans ou à des spaghettis, souvent je dis. Pourquoi? Bien parce qu'ici, ils ont juste des hélices alpha, une en arrière de l'autre. Donc, ça donne une forme comme ça de ruban. Vous voyez, il n'y a pas de feuillet bêta. Et c'est vrai que la séquence d'acides aminés peut varier d'une protéine fibreuse à l'autre, mais généralement, c'est des protéines de soutien, comme le collagène. Donc, ils n'ont pas de rôle actif. Leur forme 3D en ruban ne permet pas d'interagir avec d'autres molécules. Donc, c'est vraiment des rôles de soutien au niveau de la peau, exemple, de certains tissus et tout ça, certains organes. Mais quand on a des protéines actives pour contrôler les réactions chimiques comme les enzymes de défense, anticorps, transport et tout, généralement, la protéine est faite de façon globulaire comme ça. Donc, il y a une forme 3D très spécifique et très unique.
qui n'a pas du tout une forme de ruban similaire. En fait, toutes les protéines fibreuses ont à peu près la même forme 3D en ruban, alors qu'ici, les formes sont hautement variables. Et, comme je l'ai dit souvent, ces formes-là sont variables parce que leurs fonctions vont différer, évidemment. Finalement, de temps en temps, on a des structures quaternaires. C'est la forme la plus complexe, mais c'est plus rare. Évidemment, à partir de la tertiaire, c'est fonctionnel. Fait qu'une structure quaternaire, la protéine est fonctionnelle également. Au minimum, il faut qu'elle soit tertiaire. Quaternaire, en fait, c'est des protéines très complexes qui, je dirais, moi je vais dire ça un petit peu différent d'ici, contient plusieurs tertiaires. Donc, généralement, sont formés, ici on dit 2 chaînes polypeptidiques, pour moi c'est pas clair. En fait, on devrait plus dire de sous-unités. C'est le langage qu'on utilise souvent en biochimie, en biologie moléculaire, des sous-unités. Et je vous montre ici une protéine complexe, exemple l'hémoglobine, elle ressemble à ça. Je vais avoir une sous-unité ici. La sous-unité ici, mettons, on dit que c'est la sous-unité alpha, bien elle, c'est une structure tertiaire en fait. Ça serait suffisant pour faire une protéine fonctionnelle. Je vais avoir plusieurs hélices alpha, plusieurs feuillets bêta et tout ça. Ça forme une espèce de sous-unité comme ça ici. Et dans certains cas, c'est suffisant pour faire une protéine. Mais les protéines très complexes, ils vont avoir plusieurs sous-unités. Donc, je peux avoir une sous-unité, mettons ici, bêta. Le nom n'est pas à retenir. Mais là, c'est une deuxième structure tertiaire avec ses propres hélices, ses propres feuillets, qui pourrait être une protéine en soi, mais je les attache tous les deux ensemble. Donc, ça me fait une protéine beaucoup plus complexe. Et ce que j'encercle ici, c'est 4 sous-unités. Chaque sous-unité pourrait être une protéine en soi. Donc, un amalgame fonctionnel d'hélices et de feuillets bêta. Sauf que là, j'attache comme 4, ce que j'appelle les sous-unités, comme 4 éléments tertiaires pour faire une méga protéine avec plusieurs éléments tertiaires. Ça fait simplement une protéine plus grosse, plus complexe. L'hémoglobine, ça va permettre, entre autres, d'attacher 4 oxygènes. Chaque sous-unité va attacher 4 oxygènes. Donc, c'est plus efficace qu'une seule sous-unité, en fait. Mais c'est à peu près la même chose que tertiaire. C'est juste plus gros, plus complexe. On peut les avoir sous forme globulaire ou fibreuse. C'est juste qu'au lieu d'avoir un ruban, on a 3 exemples attachés ensemble. Ce qui fait une protéine fibreuse plus solide. Exemple, c'est comme une tresse, en fait, de protéines. Donc, c'est torsadé. Et le collagène serait plus résistant, plus solide. Mais peu importe, quaternaire, prenez-vous pas trop la tête avec ça. C'est toujours fonctionnel. C'est simplement plusieurs tertiaires ensemble qui sont organisés comme ça et qui vont interagir ensemble. Et ça fait donc une plus grosse protéine et plus complexe. Mais c'est pas plus compliqué que ça en fait. Ce qui est vraiment important, c'est de distinguer primaire de secondaire de tertiaire. Et tertiaire est fonctionnel, quaternaire aussi. Mais quaternaire, c'est simplement une forme plus complète, plus complexe de la forme tertiaire. Maintenant, je vous ai parlé un petit peu de dénaturation. Quand on vous dit altération de la conformation d'une protéine, ça veut dire quoi? Le détail ici de la chimie avec les hydrogènes, tout ça, ça ne m'intéresse pas, c'est pas grave. Mais conformation, ça c'est un terme qu'on utilise souvent dans les molécules, c'est la forme 3D. Donc vous traduisez ça en français. Quand je dis que la conformation d'une protéine est affectée, altération, c'est en français, mais des fois vous ne connaissez pas le mot, ça veut dire affecté. Altération de la conformation d'une protéine, c'est un terme élégant, scientifique. On traduit ça en français. La forme 3D d'une protéine n'est pas bonne. C'est à peu près ça, hein? C'est la même chose. Altération, ça veut dire qu'elle est modifiée, puis de façon inadéquate. Donc, en d'autres mots, cette belle phrase veut simplement dire, on modifie la forme 3D d'une protéine, qui fait en sorte qu'on n'est plus sous forme tertiaire, on retourne, exemple, sous forme primaire, puis là, la structure primaire est non fonctionnelle. C'est juste ça, une dénaturation. En résumé, vous allez écrire, on déplie la protéine. Donc, la belle forme 3D qui est pliée sous forme tertiaire, elle se déplie et elle devient linéaire en ligne des acides aminés en fine indienne. Le terme conformation, forme 3D, c'est du par cœur, c'est utilisé tout au long de mon cours et de votre deck. La conformation d'une molécule, la conformation d'un inhibiteur chimique utilisé pour un traitement X ou Y. On va parler de ça des fois, de la conformation. Donc, c'est simplement la forme 3D d'une molécule. Et dénaturation, ça veut dire déplier, mais comme je l'ai symbolisé tantôt, la protéine n'est pas cassée, donc on peut la récupérer si on est chanceux avec d'autres molécules qui peuvent la replier. Et je veux que vous le rajoutez dans vos notes. Pour moi, c'est un caprice de prof. Il y a des profs qui ne font pas la distinction, mais moi je la fais parce que ce n'est pas la même chose du point de vue biologique.
Dégradation, là, ici, on est dans catabolisme. Dénaturation, il n'y a pas de kata. Donc, dégradation, catabolisme, on casse le lien. Donc, une protéine qui est dégradée, c'est brisé. On retourne sous forme de monomère. Alors, si vous prenez un échantillon chez un patient, puis qu'au lieu de mettre ça au frigo, vous oubliez, vous le laissez sur le comptoir, puis que vous le ramassez le lendemain matin, le tech de labo ne pourra pas travailler. Il va vous dire que la protéine qui l'intéressait à détecter pour savoir si c'est cancéreux ou pas, ou peu importe ce qu'il fait, c'est dégradé. Donc, là, vous ne pouvez plus rien faire, c'est qu'en petits morceaux. Dénaturer, c'est autre chose. Il n'y a rien de brisé, c'est juste déplié. Les deux sont non fonctionnels, mais comme je l'ai expliqué tantôt, dégradation, on ne peut plus rien faire d'un point de vue biologique, c'est digéré, c'est brisé, alors qu'ici, on a une chance encore de la replier. Mais pour vous, en soins, ce qui est important de comprendre, c'est que la dénaturation, vous ne voulez pas ça, parce que l'ensemble des protéines chez votre patient ne font pas le travail, puis ça peut le tuer, en fait. Et les conditions que j'ai dit tantôt, là, j'ai écrit, pH sanguin acide, ce qu'on appelle une acidose, ça, c'est important de savoir, et température corporelle trop élevée, donc la fièvre, choc hyperthermique sur la plage à Cuba, 45 degrés Celsius, là, votre température corporelle monte trop, marche pas. OK? Donc, dans ces deux cas-là, c'est des conditions qui vont dénaturer les protéines. C'est-à-dire qu'on les déplie, ils sont non fonctionnels. Faites attention, des fois vous mélangez avec l'hypothermie, température froide. Votre température corporelle chute, jamais vous allez dénaturer les protéines. Les protéines restent pliées, sont tout à fait fonctionnelles. Donc, je trouve une parenthèse, même si ce n'est pas le sujet, pour ne pas vous mélanger. Si la température diminue, donc hypothermie, ou si votre pH sanguin est alcalose, je m'excuse, je me suis très mal exprimé, alcalin, donc ce qu'on appelle une alcalose, si le pH sanguin est alcalin, trop alcalin, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux conditions-là? La forme 3D est correcte. Ils sont fonctionnels. Mais pourquoi ça peut vous tuer, un pH sanguin alcalin ou une hypothermie? Là, vous allez me dire, ouais, mais le patient est en danger. C'est pareil comme un pH acide, une température trop forte. OK, mais biologiquement, c'est pas la même chose et je veux que vous fassiez la distinction. Je sais que pour un infirmier, une infirmière ou un médecin, c'est clair que les 4 cas vont vous insécuriser parce qu'il y a un danger pour la vie du patient. Mais biologiquement, c'est pas la même chose. Et comme je suis en bio, je vous demande de faire la distinction. Alors, pH acide, au niveau du sang, température élevée, ça déplie, ça dénature. Mais si la température est trop froide, donc l'hypothermie, exemple, au niveau de votre corps, ou un pH alcalin, la forme 3D est correcte. Pourquoi c'est dangereux? C'est simplement parce que ça ralentit l'activité des enzymes. Les enzymes ne sont pas détruites, ne sont pas dépliées, sont toujours fonctionnelles, mais au lieu de travailler à 200%, vont travailler à 10%. Et plus que vous avez froid, plus que le pH est alcalin, moins l'enzyme est efficace. Donc, elle peut travailler à 50%, 30%, des cas d'hypothermie sévère, là, je tombe à 10%, 2%. Ça devient insuffisant pour maintenir les processus métaboliques, puis là, c'est là que vous mourrez. Donc, ultimement, on arrive au même constat, c'est très dangereux, mais biologiquement, ici, vous ne détruisez en rien. Donc, si vous réchauffez votre patient, vous réajustez le pH de votre patient, bien, là, ce qui va se passer, c'est que, comme les protéines sont toujours fonctionnelles, il n'y a rien de brisé, il n'y a rien de déplié, bien, pas de dénaturation, pas de dégradation, fait en sorte qu'ils vont se réactiver, puis la vitesse va revenir. D'un certain point de vue, on pourrait dire, peut-être, ça dépend toujours de plein de facteurs, mais c'est peut-être un peu moins drastique d'un point de vue moléculaire, parce que si on contrôle les conditions ici, on a des chances que ça se répare. Alors qu'ici, bien, s'il y a une dénaturation sévère, bien là, les autres molécules chaperonnes pour replier ne sont peut-être pas assez efficaces, c'est plus risqué un petit peu. Mais on s'entend, une hypothermie sévère est bien plus dangereuse pour la vie d'un patient qu'une légère augmentation de température. Donc, il faut faire attention, évidemment. Dans les 4 cas de figure, vous allez porter la même attention à vos patients, mais d'un point de vue biologique, il y a quand même des nuances que je veux que vous fassiez. Donc, je termine avec cette image-là. En fait, très rapidement, ici, c'est une figure qui va permettre de résumer tout ce qu'on a dit. Hein? Ces deux images-là, à page 74 de votre manuel, vous regardez ça et je ne vais pas la réexpliquer, mais c'est des figures synthèse. Donc, ça illustre tout ce qu'on a dit sur les lipides. Donc, on reconnaît les triglycérides, 3 chaînes d'acide gras glycérol, fonction. On reconnaît les stéroïdes ici à base de cholestérol. On reconnaît le squelette carboné, donc des hormones sexuelles et tout. Phospholipides. Bon, ces molécules-là
icosanoïdes qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais ces trois-là qui sont caractéristiques dans les lipides. On a ici les différents acides nucléiques qu'on a parlé aujourd'hui, ADN, ARN, les protéines, les glucides. Donc, sous forme d'image, il manque des détails évidemment, mais sous forme d'image, ça vous donne un peu un résumé des 4 grands groupes de molécules. Donc, dans votre étude, je vous suggère de revoir ces images-là. Ça vous permet de réviser, de retenir un peu plus facilement également. Donc, c'est une façon qui va vous faciliter la vie un petit peu. Maintenant, pour terminer cette capsule, on va s'attarder un peu plus à une protéine spécifique, une classe de protéines, en fait, les enzymes. Donc, souvenez-vous qu'il y a plein de fonctions différentes. Je vous ai présenté 2 tableaux là-dessus, mais il y a également une des fonctions qu'on a vues, qui était des enzymes, des catalyseurs, et donc c'est cette fonction qu'on va étudier un peu plus en détail maintenant. Je vous ai dit déjà que c'était des catalyseurs. Donc, il y a des catalyseurs chimiques. C'est fait de la chimie, donc des substances chimiques qui vont accélérer en laboratoire des réactions chimiques. Mais les enzymes, on dit que c'est des catalyseurs biologiques. Donc, tout simplement parce que de façon naturelle, on les retrouve dans votre corps. Mais que ce soit des catalyseurs chimiques ou biologiques, donc des substances chimiques artificielles qu'on utilise en laboratoire, ou des enzymes qui sont donc des protéines sous forme de plusieurs acides aminés que vous produisez dans votre corps, ils ont un point commun, les catalyseurs. Qu'ils soient chimiques ou biologiques, ils ont un rôle d'accélérer la vitesse de réaction chimique. Le rôle général des enzymes, là, vous allez me dire, ouais, c'est de catalyser à l'examen, mais moi, je veux que vous soyez plus précis que ça. Catalyser, ça ne veut rien dire pour moi. Vous utilisez le mot, bien sûr, catalyser, parfait, mais en français, vous me dites, ben, les enzymes, c'est un catalyseur. Plus précisément, ça veut dire qu'on augmente la vitesse de réaction chimique. Et dans votre tête, imaginez-vous que dans toutes les cellules de votre corps, les milliards de réactions chimiques vont se faire beaucoup plus vite s'il y a un enzyme. S'il n'y a pas d'enzyme, c'est trop lent, puis c'est trop lent. Un peu comme je parlais tantôt d'hypothermie, mais s'ils sont ralentis, puis qu'ils sont non fonctionnels, très peu fonctionnels parce qu'ils ne sont pas efficaces, ou si vous avez un choc thermique, puis qui fait qu'on les dénature, puis ils sont vraiment zéro fonctionnels, dans ces cas-là, les réactions chimiques sont trop slow, et si c'est trop lent, bien évidemment, le métabolisme tombe à zéro, puis vous êtes mort, hein, tout simplement. Donc, voilà pour la première chose. Il y a des réactions chimiques non catalysées qui se font sans enzymes, mais généralement, elles sont négligeables pour nous autres, parce qu'elles sont tellement lentes à se faire. Hein, je disais déjà que ça pouvait rouler à 10 puis 100 millions de fois plus rapide. Bien, ils ne sont pas utiles. Fait que ceux qui nous intéressent dans le corps humain, c'est les enzymes, c'est les réactions catalysées. Schéma complexe, mais simple, en fait. Cette figure-là ne revient pas à l'examen en passant. C'est simplement pour vous aider, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, en fait, c'est pour vous expliquer le concept d'énergie d'activation. Si vous comprenez ça de façon vulgarisée, c'est suffisant, vous n'avez plus besoin de l'image. Mais on veut vous montrer, pour moi, il y a 2 mécanismes qui font en sorte que ça va plus vite. Parce que la question que vous vous demandez certainement, pour la plupart, OK, c'est bien beau de comprendre que des enzymes, c'est des protéines qui ont une bonne forme 3D, puis qui vont être spécifiques à une réaction chimique. Moi, je l'ai déjà dit, une lactase s'occupe du lactose, puis une lipase de lipides. Puis les deux, le lipase ne peut pas agir sur un lactose. C'est trop différent. Donc ça, vous savez ça. Mais la vraie question que vous vous demandez maintenant, je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible, c'est de savoir, mais pourquoi ça accélère une réaction chimique? Pourquoi qu'une enzyme catalyse une réaction spécifique? Spécifique, vous comprenez, parce qu'il y a la bonne forme 3D. Mais pourquoi ça va plus vite? Ça, vous ne pouvez pas m'expliquer ça. Puis pour moi, il y a 2 raisons. La première que je vais expliquer ici, c'est qu'on va abaisser le niveau d'énergie d'activation et en baissant le niveau d'énergie d'activation, ça va augmenter la vitesse de la réaction. Ça, c'est la première fonction de l'enzyme plus spécifique. Le rôle général des enzymes, c'est de faire en sorte que la vitesse de réaction chimique se fasse plus vite. Mais si je vais être plus spécifique et que vous me donniez plus de détails à l'examen, maintenant, vous allez me dire, bien, pourquoi ça va plus vite? Parce qu'on va abaisser le niveau d'énergie d'activation, ce qui pour l'instant ne veut rien dire pour vous autres, j'en suis conscient, je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Et l'autre façon, ça va être plus clair dans les prochaines diapos, mais là vous allez me croire sur parole, l'enzyme va permettre de rapprocher ensemble les différents réactifs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On rapproche les différents réactifs. Fait que ça veut dire que si j'ai un réactif A et un réactif B dans ma réaction chimique pour donner un produit, s'il n'y a pas d'enzyme, les chances de rencontre entre le réactif A et B sont nulles. Mais l'enzyme va pouvoir interagir avec les 2 réactifs et les mettre en contact,
En tout cas, on va augmenter la probabilité de contact, ce qui fait qu'on va augmenter les chances de la réaction. C'est pour ça que ça va être plus efficace et plus rapide. Non seulement ça va être plus vite, mais en plus, ça augmente l'efficacité de la réaction. Ces deux idées-là, c'est les deux seules que vous allez étudier dans le cours. Fait que si je vous demande pourquoi les enzymes sont plus efficaces, je m'excuse, font en sorte que les réactions chimiques sont plus efficaces et plus rapides, donc la fonction de catalyseur, bien, c'est pour ces deux raisons-là que je vais expliquer dans les deux prochaines diapos. Ça abaisse l'énergie d'activation, puis ça rapproche les différents réactifs. Maintenant, si je m'attarde à l'énergie d'activation, je ne veux pas rentrer dans les concepts ésotériques là, de physique puis de chimie qui est extrêmement complexe. Parce que c'est une notion abstraite. Pour notre cours, là, c'est simplement que ça soit un peu plus clair. Okay? Parce que souvent, moi, quand j'étais étudiant, les profs me faisaient apprendre ça par cœur, mais on ne m'a jamais expliqué c'était quoi l'énergie d'activation, même pas vulgarisé. Puis, oui, j'étais capable de le dire à l'examen, mais je ne savais pas ce que j'écrivais. Fait que c'est sûr que la moitié de la classe vont pouvoir me dire ça abaisse l'énergie d'activation. Vous allez avoir vos points, mais c'est plat. Moi, j'aimerais ça que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Okay? Donc, pas mal des choses. Comment on va la définir? C'est ça qui est difficile un petit peu. Hein? Ben, l'énergie, il y en a de la très simple. L'énergie électrique, l'énergie thermique associée à dégagement d'énergie sous forme de chaleur, l'énergie chimique comme l'ATP. Donc ça, c'est assez clair dans votre tête. Mais aussitôt l'énergie cinétique que vous avez peut-être étudiée, c'est l'énergie associée à un mouvement. Donc ça, c'est simple, c'est très concret. Mais exemple, le voltage, qui est une différence de potentiel, une énergie potentielle, là, on tombe dans la probabilité dans le concept abstrait. Bien, c'est un peu ça de l'énergie d'activation. C'est une forme d'énergie potentielle. Puis la façon que je vais le décrire n'est pas tout à fait correcte scientifiquement, mais ça va nous aider un petit peu. Imaginez-vous que pour une réaction chimique, pour qu'elle parte, je dois accumuler un certain niveau d'énergie. Puis pour moi, l'énergie d'activation, je vous dirais que c'est comme l'énergie nécessaire pour partir la machine, hein, partir le processus chimique. Autrement dit, je dois accumuler de l'énergie d'activation. On va dire ça comme ça. C'est pas vrai, là, mais c'est comme une pile qui stockerait de l'énergie chimique. Bien, imaginez-vous que l'énergie d'activation, je dois stocker une certaine forme, une certaine quantité d'énergie, en fait. Et quand j'atteins le niveau adéquat, là, la réaction chimique part. Fait que l'énergie d'activation, c'est l'énergie nécessaire pour partir la réaction chimique. Et l'autre chose que je vais vous dire, c'est qu'on doit accumuler suffisamment d'énergie d'activation pour déclencher la réaction chimique. En d'autres mots, si je n'ai pas assez d'énergie d'activation, la réaction chimique ne se fait pas, tout simplement. Okay? Donc, l'énergie d'activation, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour partir la réaction chimique. Et ce qu'on vous montre ici, bon, il y a la quantité d'énergie qui est libérée, tout ça, l'évolution de la réaction, mais ce que je veux vous montrer, en fait, c'est pour une réaction chimique donnée. Ici, c'est la quantité, c'est le niveau de l'énergie d'activation. C'est comme ça qu'il faut voir. C'est la quantité d'énergie qu'on doit fournir au système pour pouvoir partir la machine, pour pouvoir faire la réaction chimique. Donc ici, la réaction chimique, puis c'est vrai pour toutes les réactions chimiques en passant. Donc ici, c'est quoi la réaction chimique? J'ai un réactif, c'est un exemple parmi tant d'autres, on aurait pu prendre d'autres choses. Un saccharose, si on se souvient, c'est quoi un saccharose? C'est un glucose attaché à un fructose, qu'on a déjà étudié ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut la transformer, casser, donc c'est du catabolisme. On veut casser ce lien-là. Donc, dans ce cas-ci, il y a une enzyme qui s'appelle la saccharase qui va reconnaître, l'enzyme saccharase à la bonne forme 3D pour reconnaître le saccharose ici. Fait que si j'ai un autre sucre qui s'appelle le lactose, ça ne marche pas. Hein? C'est trop spécifique. Donc, la saccharase et la saccharose interagissent ensemble. Donc, le sucre s'appelle saccharose. Faites attention à ne pas mélanger les deux. Généralement, ase, c'est une enzyme, ose, c'est un sucre. Donc, la saccharase, c'est l'enzyme qui reconnaît le saccharose. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est du catabolisme. Donc, le saccharose plus une molécule d'eau, en combinaison avec l'enzyme spécifique ici, la saccharase, va me permettre de produire quoi? Un glucose plus un fructose plus de l'énergie sous forme d'ATP, parce qu'on disait déjà que le catabolisme, comme l'exemple ici, produit de l'énergie.
Là, ici, c'est une réaction chimique catalysée si l'enzyme est là, puis elle n'est pas catalysée si je n'ai pas d'enzyme. Autrement dit, même si l'enzyme est absente, la réaction va se faire, mais beaucoup plus lentement. Et la question que j'essaie de résoudre, pourquoi cette réaction-là se fait efficacement dans votre corps quand vous mangez du sucre, mettons de la saccharose? Bien, parce que l'enzyme va abaisser l'énergie d'activation. Donc, pour cette réaction-là ici, c'est ce qu'on a dessiné avec les lignes ici. On voit le produit versus les réactifs, mais ils ont oublié de mettre l'eau, par exemple. Okay? Mais il faudrait ajouter l'eau ici pour que ça soit correct. Bon, maintenant, en rose, c'est l'énergie d'activation et en bleu, c'est aussi l'énergie d'activation. Quand l'enzyme intervient, ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'en rose, il n'y a pas d'enzyme. Sans l'enzyme, en bleu, il y a de l'enzyme. Donc, l'énergie d'activation, qu'est-ce qui arrive? Bien, s'il n'y a pas d'enzyme, je dois accumuler un niveau d'énergie assez important. Et quand j'ai atteint ma limite d'énergie d'activation, là, je pars la réaction chimique, puis là, on va pouvoir casser les deux molécules ici. La molécule en deux morceaux. Donc, je donne des chiffres qui n'ont pas rapport, mais exemple ici, je dois atteindre un niveau de 100% d'énergie d'activation. Donc, je monte. Quand j'ai atteint mon 100% ici, j'ai assez d'énergie d'activation pour partir la machine. Donc, la réaction se fait. Le rôle de l'enzyme, quand on vous dit abaisse le niveau d'énergie d'activation, c'est que ça m'en prend moins. Fait que, tout simplement, au lieu d'aller à 100%, exemple, si ici j'arrive à 30% d'énergie d'activation, bien, c'est suffisant, le 30%. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à 100. Déjà, quand j'ai atteint mon 30%, je peux faire la réaction chimique. C'est pour ça que c'est plus vite. Je n'ai pas besoin d'attendre jusqu'au 100. Je peux partir avec moins d'énergie. Fait que quand on vous dit abaisse l'énergie d'activation, ça veut dire, en d'autres mots, ça me prend moins d'énergie d'activation pour pouvoir permettre la réaction chimique. C'est pour ça que c'est plus rapide. Fait que c'est une petite phrase qui est facile à retenir, mais qui n'est pas nécessairement compréhensible. Mais quand on la visualise comme je viens de le faire, là, ça fait un petit peu plus de sens. Puis je vous l'ai dit, c'est vulgarisé. Si vous rentrez dans le détail scientifique de l'énergie d'activation, vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est suffisant pour notre cours. Okay? Donc, ça donne une espèce de crédibilité là, à ce concept-là. Donc, ça, c'est le premier concept. Deuxième concept, bien, on va pouvoir faciliter l'interaction entre deux molécules. On rapproche les réactifs. Fait que si je fais un retour en arrière, en fait, l'enzyme, la saccharase va être capable, je le fais ici, mettons c'est l'enzyme, elle va s'attacher au saccharose ici, donc là ici c'est l'enzyme. Et quand je vous disais que le deuxième effet, c'était de rapprocher les différents réactifs, bien, imaginez-vous la molécule d'eau ici, l'enzyme va favoriser le contact du saccharose avec l'eau, puis les trois vont interagir ensemble comme ça, et ça favorise comme ça le lien. Et je vais aller plus loin que ça, le glucose qui est ici versus le fructose ici, hein, les deux morceaux forment le saccharose, donc ces deux monomères, bien, on va favoriser comme ça une interaction entre les deux monomères ici pour casser le lien. Donc, si je n'avais pas d'enzyme, l'eau pourrait peut-être arriver à finir par briser le lien, mais l'intervention de l'enzyme va faire en sorte que les trois réactifs vont vraiment bien interagir ensemble. Et c'est ça le deuxième concept, c'est que ça va permettre une interaction plus efficace entre les différents éléments réactifs. Donc, pour comprendre, en bleu ici, c'est une enzyme avec sa bonne forme 3D. Et il y a deux nouveaux mots qui vont revenir à des concepts qu'on a déjà vus. À l'intérieur de l'enzyme ici, si vous remarquez, il y a une forme spéciale et unique. Donc, c'est sûr qu'il y a une forme 3D, mais il y a le site actif ou le site catalytique. Ça dépend des livres, là, les deux sont bons. Donc, le site actif, la poche catalytique, le site catalytique, c'est des termes qui reviennent. Catalytique, pardon. Voilà. Okay? Donc, catalytique, site actif, c'est quoi? C'est une partie à l'intérieur de l'enzyme comme ça qui a une forme unique, un peu comme une clé et une serrure. Et la forme ici, unique, un peu comme la serrure, bien, l'enzyme ici, mettons, c'est une lactase, un site actif avec une forme unique. Puis si c'était une autre enzyme, une protéase, bien, le site actif aurait une autre forme. Et c'est le concept de la clé et de la serrure. Et la molécule qui va être ciblée par l'enzyme a sa propre forme 3D unique. Chaque molécule a une forme. Que ce soit un lipide, un sucre, un glucide, donc une protéine, peu importe. Chaque molécule a sa propre forme 3D. Et le concept clé ici, c'est que la forme 3D doit avoir la forme complémentaire au site actif. C'est pour ça qu'une enzyme est spécifique.
C'est pour ça qu'une lactase va reconnaître un lactose. L'enzyme ici, exemple la lactase, va reconnaître une molécule qui s'appelle le lactose. Parce que le lactose est la forme complémentaire au site actif qui a la même, pas la même forme, mais la forme complémentaire comme la clé et la serrure, et les deux vont s'insérer ensemble. Mais si j'avais un autre substrat qui a une forme de triangle, le triangle ne peut pas rentrer ici. Bien, le triangle, c'est, mettons, je sais pas, un lipide. Donc, la lactase ne peut pas couper le lipide. Ça va prendre une autre enzyme qui a le bon site actif avec la bonne forme. Et c'est ce qu'on voit ici. La forme vient épouser parfaitement. C'est pour ça que l'enzyme est toujours très spécifique à son substrat. Et le substrat, c'est un terme qu'on va utiliser beaucoup en biochimie puis en biologie. Et vous allez écrire ça comme ça parce que ce n'est pas défini clairement. Mais le substrat, c'est une molécule. OK? Donc, une molécule qui est reconnue spécifiquement par une enzyme. C'est la molécule cible. Chaque enzyme a son propre substrat, donc une enzyme va reconnaître une molécule cible spécifique, c'est-à-dire son substrat. Le substrat, c'est un terme général. Fait qu'une protéase, le substrat de la protéase, c'est une protéine, parce que c'est la protéine qui est reconnue par une enzyme qui va la couper. Là, ça vous mélange, parce que l'enzyme, j'ai déjà dit que c'était une protéine faite d'acides aminés. Donc, des protéines qui coupent des protéines, bien sûr. Les enzymes cataboliques peuvent couper des protéines, des lipides, des sucres. Exemple, le collagène, on peut le briser, le digérer. Donc, des enzymes, des protéases qui vont couper la protéine de collagène en petits morceaux quand on n'a plus de besoin. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres protéines, donc d'autres enzymes qui s'appellent des lipases. Mais le substrat, ça serait des lipides. La lactase, le substrat, c'est le lactose. Donc, substrat, c'est un terme général. Et évidemment, chaque substrat, en fait, chaque enzyme a son propre substrat unique. Fait que c'est pour ça que je vous disais que le substrat, c'est une molécule qui est reconnue par une enzyme spécifique, qui est ciblée par l'enzyme. Mais selon l'enzyme, le nom du substrat spécifique va changer, évidemment. Les deux prochaines diapos, extrêmement importants à l'examen, c'est ça, je pose des questions là-dessus, c'est le mécanisme d'action d'une enzyme générale. Fait que peu importe le substrat, fait que peu importe que ce soit une enzyme qui coupe une protéine, qui coupe un glucide ou de l'ADN, peu importe, ils ont tous le même mécanisme d'action générale. Puis l'autre diapo, ça va être des enzymes qui vont construire, donc associées à l'anabolisme. Okay? Et les étapes qui sont écrites ici sur le dessin, je ne veux pas que vous me redessiniez ça à l'examen, c'est pour vous aider, mais je veux que vous soyez capable de me répéter le texte qui est là, ou en tout cas dans vos mots, ou à peu près de la manière que je vais le dire. Ça va peut-être être un peu différent, mais qu'est-ce qui se passe quand on fait une réaction de catabolisme ou de dégradation quand on casse? Donc, catabolisme, vous vous souvenez maintenant, j'imagine que ça commence à rentrer, ça fait plusieurs fois, je le dis, on augmente la production d'ATP, mais on va utiliser de l'eau. Puis on casse une molécule complexe en monomère. Dans ce cas-ci, l'exemple, on a pu prendre plein d'exemples, du glycogène, des protéines, peu importe. Dans ce cas-ci, on prend un substrat qui s'appelle le lactose. Ça, c'est un sucre. Le lactose est formé, comme vous le savez maintenant, d'un glucose, d'un galactose. Et on utilise une enzyme qui s'appelle la lactase, qui est ici. Donc, la lactase, quand ça finit en A, c'est une enzyme. Elle reconnaît son substrat spécifiquement parce que le site actif, ici, a la bonne forme pour reconnaître le lactose ici. Comment ça fonctionne, une enzyme catabolique? Toujours la même chose. La première étape, peu importe l'exemple, première étape, l'enzyme va former un complexe avec son substrat. Donc, ça veut dire que, vous pourriez me dire dans vos mots, l'enzyme s'attache de façon spécifique à son substrat. Donc, dans ce cas-ci, la lactase s'attache au lactose. Si je prends d'autres enzymes, d'autres substrats, vous changez. Ça pourrait être une lipase qui s'attache à un lipide, peu importe. Mais la première étape du mécanisme d'action d'une enzyme catabolique, c'est de reconnaître spécifiquement son substrat et de s'attacher.
Et une fois qu'elle est attachée, ça forme un complexe. C'est quoi un complexe? C'est simplement plusieurs molécules attachées ensemble. Donc ici, on a l'enzyme qui est attaché au lactose. Ça, c'est l'étape 1. Deuxième étape, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils sont attachés ensemble? Là, c'est ce qui manque sur le dessin, puis je vais vous rajouter, parce que je vous ai fait écrire des équations chimiques dans les autres capsules. Donc ici, on a une molécule d'eau qui devrait apparaître dans la réaction chimique. Hein? On ne voit pas sous forme d'équation, c'est la même chose. Donc, on utilise une molécule d'eau, okay? Donc on va l'utiliser, et l'enzyme, en utilisant la molécule d'eau, ça va permettre de casser le lien. Donc, l'étape 2, ce que vous allez noter, simplement, l'enzyme va changer la conformation du substrat. Donc, l'enzyme va changer la conformation du substrat. Et la conformation, si ce n'est pas clair, je vous ai dit tantôt que ça va permettre de changer sa forme 3D. Fait qu'il y a des gens qui vont préférer me dire à l'examen, c'est bien correct, qu'une fois qu'il est accroché à son substrat, l'enzyme va changer la forme 3D, ou la forme tridimensionnelle du lactose ici. Mais peu importe, le fait que les deux sont attachés ensemble, ça va comme un peu... L'enzyme va bouger, si vous voulez, puis va modifier la forme du substrat. Et grâce à l'eau, ce que ça va faire, c'est qu'on va aller à l'étape 3. On va tellement bouger, c'est comme si on allait tordre un peu le substrat dans tous les sens. Donc, en modifiant la conformation, puis en changeant la forme du substrat, ça va finir par casser le lien. Et c'est en cassant le lien, hein, c'est vraiment en brisant le lien, qu'ensuite, on va aller à l'étape 4 et on va libérer les produits. Dans ce cas-ci, ça va être quoi? Ça va être un glucose qui va être libéré sous forme de monomère, et l'autre monomère, ça va être un galactose. Si ça avait été une réaction de digestion de triglycérides, vous m'auriez dit la même chose. Une enzyme, exemple la lipase, va s'attacher à son substrat, les triglycérides, va donc former un complexe. Ensuite, on modifie la forme 3D du triglycéride, ce qui m'amène à casser le lien. Bien sûr, pour faire ça, j'ai besoin d'une molécule d'eau. Et on libère les monomères, mais dans ce cas-ci, bon, c'est plus ou moins les monomères, mais les formes simples de la molécule. Et ça serait quoi? Ben, un glycérol, 3 chaînes d'acide gras. Fait que peu importe la molécule de départ, quand vous cassez une molécule complexe sur sa forme simple, c'est toujours les mêmes étapes, c'est juste le nom des molécules qui va changer. L'autre question que je peux vous demander, ben, c'est la réaction inverse. Donc, les enzymes qui font de l'anabolisme, de la fabrication ou de la synthèse. Donc, là, vous savez maintenant que c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on va produire de l'eau, mais on va utiliser de l'ATP, de l'énergie. Et je vais faire un retour en arrière parce que j'ai oublié quelque chose, en fait. Et je vous pose la question, tout ce que j'ai dit est parfait. Molécule d'eau, les 3 étapes essentiellement, c'est super. Mais il y a une molécule que j'ai oublié de parler ici dans la réaction. Quand je vous ai dit que ça produit glucose-galactose, dans votre livre, ils ont oublié quelque chose, puis moi aussi j'ai oublié. En me fiant sur le livre, j'ai moi-même fait l'erreur. Qu'est-ce qui manque ici pour que ça soit complet comme réaction? L'ATP. Donc, quand c'est produit ici, ce qu'on pourrait ajouter pour être cohérent avec les derniers cours, on produit également une molécule d'ATP. J'ai utilisé l'eau au début pour casser le lien. Bon, parfait, on a tout expliqué ça, mais en bout de ligne, j'ai séparé mes 2 monomères, puis il y a de l'ATP qui est généré. C'est pour ça qu'on parle, je l'ai dit plusieurs fois, mais on revient là-dessus, d'une réaction chimique exothermique. On dégage l'énergie sous forme d'ATP. Okay? Donc ça, c'est une chose que je voulais ajouter, et là, c'est complet. Maintenant, on repart avec le même concept, mais un petit peu à l'envers. Je veux fabriquer. Synthèse, c'est donc de l'anabolisme. Les enzymes, c'est d'autres sortes d'enzymes. On préfère construire une protéine, peu importe, mais je vais reprendre l'exemple de votre livre. Ici, on va faire un polymère. Okay, polymère, on en a vu plusieurs, hein? L'ADN, l'ARN et l'acide nucléique, les triglycérides, les stéroïdes, glycogène, amidon et tout ça. Là, ici, on prend l'exemple d'un glycogène. Donc, on est, par exemple, au niveau de votre foie, puis on veut fabriquer du glycogène à partir du glucose que vous avez mangé. Donc, les glucides que vous avez mangés, digérés, remis sous forme de glucose après le catabolisme, on va les récupérer par les cellules hépatiques pour fabriquer des réserves de glycogène à court terme, donc des réserves d'énergie à court terme. J'ai 2 monomères séparés de glucose, je vais les accrocher ensemble. J'ai une autre enzyme, une enzyme spécifique. Donc ici, c'est la glycogène synthase. Si vous voulez faire de l'ADN, c'est une ADN polymérase. Donc le nom d'enzyme va changer, bien sûr, selon la réaction chimique qu'on va catalyser. Mais dans ce cas-ci,
part du glycogène synthase qui reconnaît les deux glucoses. Et c'est la même logique. Donc, la première étape est pratiquement identique à tantôt. Donc, étape 1, l'enzyme reconnaît les substrats, ici c'est deux glucoses, et on va s'attacher aux deux glucoses. Donc, le site catalytique ici, ou le site actif, sa forme est spécifique aux deux molécules de glucose qui permettent de s'accrocher, et on forme un complexe enzyme-substrat, ou si vous préférez, précisément dans ce cas-ci, vous formez un complexe glycogène synthase qui est l'enzyme avec les deux glucoses. Donc, on vient de former un complexe. Ensuite, il y a une réaction qui va se produire. Donc, ici, j'ai besoin d'une molécule d'ATP que je vais utiliser pour créer un lien chimique. Ici, vous voyez, il n'y a pas de lien chimique. Donc, j'ai besoin d'une molécule d'ATP pour créer un lien chimique. Et ce que ça fait, donc, deuxième étape, un petit peu comme tantôt, l'enzyme, avec les deux substrats, glucose, va changer la conformation. On va modifier la forme 3D de la molécule de façon suffisante pour permettre de créer un nouveau lien chimique. Donc, oui, l'enzyme va changer la forme 3D ou la conformation des deux substrats, mais en même temps, j'ai besoin d'une énergie, ce qu'ils ont oublié d'écrire dans votre livre, donc vous le rajoutez. On a besoin d'ATP pour créer ce lien chimique-là. Donc, ce n'est pas simplement en changeant la forme 3D des deux glucoses qu'on peut créer un lien. Ça me prend de l'ATP aussi. Et là, en créant ce nouveau lien, ça m'amène à l'étape finale, qui est tout simplement de produire donc une chaîne de glucose qui m'amène vers la forme de glycogène. Donc, je produis du glycogène, mais en même temps, comme c'est de l'anabolisme, on a produit plusieurs molécules d'eau, en fait, pour chaque lien chimique. Donc, il y a de l'eau qui va être libérée également. Ce qu'ils ont également oublié de faire ici, ils ont vraiment oublié de faire l'ATP et l'eau. Donc, c'est l'inverse de tantôt, parce qu'évidemment, l'ATP et l'eau est utilisé de façon différente selon si on casse en catabolisme ou si on crée en anabolisme. Mais en fait, c'est un peu une révision de ce qu'on a déjà fait. La seule chose, c'est que j'ai ajouté 3 étapes qui, en résumé, en gros, l'enzyme s'attache de façon spécifique à son substrat, change sa forme 3D. La seule nuance, si c'est du catabolisme, le fait de changer sa forme 3D permet de casser le lien. Puis si c'est pour synthétiser, anabolisme, changer la forme 3D, créer un lien. C'est la seule différence. Et en bout de ligne, on produit une molécule. C'est clair que les molécules produites vont changer de nom. Les molécules de départ changent de nom selon les exemples que vous avez étudiés. Mais les étapes sont toujours pas mal identiques. Et l'ATP et l'eau, il faut la mettre au bon endroit, évidemment, selon si c'est du catabolisme ou de l'anabolisme. Donc, comme je le disais, ces deux diapos-là, vous regardez ça en détail, c'est très important. Et, je l'ai dit plusieurs fois, donc officiellement, les noms d'enzymes découlent généralement du substrat, puis on ajoute le terme ASE, qui est écrit ici. Donc, le substrat, si je casse un lipide, on va dire que c'est une lipase. Si je casse un lactose, l'enzyme va porter le nom du substrat, donc lacte, mais ase pour la distinguer, donc on va parler de lactase. Souvent, aux examens, vous confondez ose et ase. Faites attention, l'un c'est l'enzyme, l'autre c'est le sucre. C'est zéro, évidemment. Le sucre, c'est pas l'enzyme, il faut distinguer. Donc, c'est juste ça que ça veut dire. Une protéase, ase, c'est une enzyme. Là, vous n'avez jamais vu ce mot-là? Vous allez le déduire, protéase, protéine. Donc, on a juste une protéine. Et ça a l'air de rien comme ça, mais si un jour, vous voyez des nouvelles enzymes associées des fois à des maladies d'ordre génétique, puis qui amènent des désordres métaboliques, vous allez être capable de déduire à peu près qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez le patient. Ça vous permet parfois de répondre à une question au patient ou comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le corps de votre patient. Tout simplement parce que, oui, c'est compliqué les mots des fois en biologie, mais il y a toujours une grande logique. Puis quand vous commencez à saisir cette logique-là, vous allez voir, pas pour aujourd'hui, mais plus que vous allez progresser dans la session, puis surtout au cours de votre deck, ou si jamais on a la chance de se revoir dans un prochain cours, à la prochaine session, moi, je suis toujours sidéré par vos talents en une session, comment vous améliorez, mes plus faibles comme mes plus forts, comme mes moyens. Vous vous en rendez jamais compte, mais comment vous progressez en une session, puis là, je commence à utiliser des termes, puis là, vous autres, c'est très clair, puis vous déduisez déjà des choses que je n'ai même pas enseignées parce que vous avez des bases comme ça de terminologie qui s'installent. Donc, ceux qui trouvent ça un peu plate, puis c'est un peu dur, puis pénible, je comprends tout ça, mais à un moment donné, vous allez voir, ça va commencer à être plaisant. Il y a des gens que c'est plus plaisant plus rapidement que d'autres, mais en gros, vous allez voir que quand vous allez commencer à être à l'aise avec ces logiques-là, vous allez pouvoir faire plein de choses après, puis comprendre plein de choses, ce qui n'est pas encore le cas. Donc aujourd'hui, évidemment, ces premiers cours-là, ça demande plus d'efforts d'études, évidemment.
Sur ce, ça termine la capsule en fait. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour bien étudier l'examen 1. Vous avez toutes les capsules, les notes de cours que je vous ai transmises. Donc, vous êtes correct. Évidemment, vous ne vous gênez pas pour les questions. Ça me fait toujours très plaisir de répondre, puis je le fais le plus vite que je peux normalement, au meilleur de mes talents. Puis c'est pas clair, on se renvoie 10 messages, puis c'est pas grave. Donc, vous ne gênez pas, bien sûr. Puis, évidemment, je vous souhaite une belle étude et on se revoit donc pour une prochaine capsule éventuellement.